Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un nouvel épisode de Culture Soccer. Cette semaine, nous sommes rejoints par Antoine Latran. Ça va bien, Antoine? Salut Anthony, ça va très très bien. Je suis content d'être là pour tirer un trait sur la saison régulière et passer en play-off. Ouais, exactement, parce qu'on va parler de la Decision Day aujourd'hui et de qu'est-ce qui nous attend là, dans les prochaines semaines en MLS. On va avoir une petite pause là, d'une dizaine de jours avec la pause internationale, mais après ça, c'est les playoffs qui débutent. Donc, ça risque d'être très intéressant. Je sais que toi, tu es un supporter de Seattle, moi de Nashville, donc on va être assez occupés lorsque les playoffs vont débuter. Mais c'est ça, ça a vraiment été, selon moi, là, ça a été vraiment un bel Decision Day. Vraiment, il y a eu, comme à l'habitude, là, des surprises, des retournements de situation à la dernière minute et tout, comme on en a l'habitude en MLS. Débutons avec l'Est, puisque c'est vraiment cette conférence-là qui débutait là, la Decision Day. C'est ça, on n'a vraiment pas été déçus. Vraiment, si on y va avec un premier match là, au niveau de Chicago, Chicago affrontait le NYCFC. Et c'est ça. Pour ma part, là, je donnais pas cher de la poudre de Chicago et ça n'a pas passé très loin. C'est ça. À un moment, c'était 3-3 et finalement, NYCFC qui marque à la 77e minute sur un cafouillage défensif de Chicago. Antoine, est-ce qu'on s'entend que Chicago a été lui-même jusqu'à la fin? Une très belle attaque, mais au final, des revirements défensifs qui leur coûtent les matchs? Mm-hmm. Ouais, je suis assez surpris de cette équipe. Au début de saison, je l'ai donné dans les derniers, je crois, à l'Est. Et finalement, il y a eu le gros recrutement Robert Berić qui a surpris plus d'un, moi y compris, pour vraiment mettre les ballons au fond et qui a finalement fait complètement oublier Nikolic et ça a plutôt bien marché. Et devant, comme tu disais, Frankowski, par exemple, aussi a sorti une belle saison. Et derrière, c'est clair que voilà, notamment Bobby Shuttleworth dans les buts, puis Francisco Calvo, on le connaît tous, on sait que c'est un mec assez expérimenté, mais qui a quand même des limitations, et ça n'a pas suffi derrière. Mais je suis impressionné quand même de ce Chicago Fire qui s'était très peu renforcé cet été. Il y a un an maintenant, oui, parce que c'était avant l'été, oui, qui s'était très peu. Au début de la saison 2020, qui était très peu renforcé. Finalement, je trouve que leur saison est pas si ratée que ça. Grâce au peu de recrutement, et je pense que l'année prochaine, si Rafael Vicky a un petit peu plus de cash, il peut créer une équipe plus sympa. Et d'ailleurs aussi, je trouve que Bernstein a fait une plutôt belle saison également. Donc voilà, une équipe intéressante malgré des limites très claires qui m'ont été montrées face à une équipe comme NYCFC qui a pu dérouler sans souci. Oui, exactement. Et c'est ça que, comme tu dis, Chicago, on sent qu'il manque peut-être quelques additions en défense, là, et ça peut être un club assez redoutable parce qu'ils ont quand même ils ont tenu tête à un NYCFC qui était en forme, qui vraiment depuis le MLS is back est une des meilleures équipes en MLS. Si ça n'avait pas été du mauvais début de saison là, lors du MLS is back, pour moi, le NYCFC là, pourrait être beaucoup plus haut dans l'Est. Vraiment, c'est une équipe qui est seulement à la 5e position, mais moi, je la vois pratiquement en haut du classement comme un des favoris. Pas le favori, mais un des favoris pour les séries. Je ne sais pas si tu es du même avec moi. Ouais, l'Est va être très très compliqué à prédire comme d'habitude, beaucoup plus qu'à l'Ouest, je pense. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui fait peur, hein, qui a vraiment un effectif intéressant et qui a pas trop souffert finalement malgré des départs après l'été. Finalement, il s'est bien retrouvé et on retrouve Morales, Medina, voilà les cadres un petit peu toujours là pour aussi Tinerum qui fait une saison incroyable pour donner un peu de l'élan juste avant les séries. Donc oui, non, c'est sûr que ça part dans les favoris à l'Est. Oui, exactement. Et un autre favori qui a bien terminé à sa saison, là, c'est le Crew de Columbus qui avait un peu le destin d'Atlanta en main.
Parce qu'avec une victoire d'Atlanta, c'est ça, les Rouges et Noirs avaient une forte chance de se qualifier en série. Et Columbus en a décidé autrement avec une victoire de 2-1. On sentait que pour Columbus, c'était quand même une victoire qui était primordiale parce que la fin de saison avait été, on pourrait dire, moyenne. Donc, c'est sûr qu'en gagnant face à une équipe qui était comme un peu en esprit série là, avec Atlanta, je pense que ça a dû redonner confiance aux hommes de Caleb Porter. Euh, pour toi, Antoine, c'est qu'est-ce qui manquait à Atlanta pour y arriver? Pas mal de choses. Il Ouais, hein? manquait des bons joueurs. Enfin, je me souviens la dernière fois que j'ai été en podcast avec Adi qui remonte déjà il y a longtemps. Je pense que c'était fin août ou après le tournoi MLS is Back, on parlait un petit peu d'Atlanta. Et voilà, il disait que lui, il manquait beaucoup d'éléments à beaucoup de postes. Moi, je trouvais qu'il manquait juste 2-3 joueurs désignés qui fassent vraiment la différence pour bien remplacer Pitti ou Joseph Martinez qui est blessé toute l'année. Je pense que c'est toujours le cas. Atlanta a pas fait une saison qui était bien, mais ils ont pas fait une Cincinnati non plus. Ils ont eu quelques bonnes trouvailles. Il y a des joueurs qu'on n'attendait pas du tout. Enfin, Adam Jan, par exemple, sur certains matchs, il a réussi à mettre de beaux buts au fond, à s'entendre bien avec Barco. Dame aussi, c'est un recrue qui a alterné le bon et le mauvais, mais il y a, je trouve, quelques joueurs qui sont à sauver dans cette équipe d'Atlanta. Et l'année prochaine, bon, déjà, il faut un entraîneur. Je pense qu'il a temps d'arrêter les expériences un petit peu bizarres. Il faut un nouvel entraîneur et il faut surtout que la direction se reprenne, arrête avec les recrues un peu ratées de ces 2 dernières fois. Il faut qu'ils reprennent la philosophie de Tata Martino, réussir à retrouver Almiron et Joseph Martinez comme il l'avait fait si bien lors de la première saison. Et je trouve qu'il y a 3-4 éléments dans ce 11. On pourrait avoir une des meilleures équipes d'MLS l'année prochaine. Le tout, oui, c'est de bien reconstruire derrière, mais il a manqué ses cadres, surtout avec Joseph Martinez blessé. Ça s'est vu, il a manqué ses cadres dans cet effectif. Mais quand on regarde même le banc qu'ils ont affiché contre Columbus, quand tu as sur le banc Kuo Torres, Eric Remedi, Jack Mullany, c'est un effectif qui est pas mauvais et qui a un peu de profondeur. Je trouve qu'il manque vraiment juste 2-3 titulaires à des postes clés pour enchaîner l'année prochaine et être dans les tops équipes à l'Est. Oui, effectivement. En plus, avec le retour de Martinez qui va être semblable à une recrue, là, c'est sûr qu'Atlanta risque d'être beaucoup plus compétitif la saison prochaine. On sait que les propriétaires là, ont l'argent pour rebâtir cette équipe. Donc, nul doute là, la saison prochaine, on risque d'avoir Atlanta dans les séries s'ils font un recrutement intelligent sur le banc et sur le terrain. Donc, ça reste à voir. Et c'est ça, là, ceux qui les ont éliminés, le coup de Columbus, comme je l'ai dit un peu plus tôt, là, ça leur prenait absolument cette victoire pour se remettre en confiance. Ils vont affronter les Red Bulls pour les séries. Là, les Red Bulls vont arriver en confiance parce qu'ils ont affronté Toronto, qui voulait absolument, ben pas absolument, mais qui misait sur le Spurser Shields. Et les Red Bulls sont arrivés à battre Toronto 2-1 avec des buts de Barlow et White. Donc déjà là, moi, ça me rend fier de 2 joueurs qui ont joué en USL. Et du côté de Toronto, c'était Tsubasa Endo qui a marqué le but. Donc non, c'était un beau match pour moi niveau USL. Et donc, pour toi, les Red Bulls, ben c'est ça. Pour moi, les Red Bulls, c'est une équipe que j'ai pas vu durant la saison. Ils ont toujours été entre la 5-6e place. Pas de très grosses performances, pas de très mauvaises. Vraiment, c'était une saison tranquille. Je sais pas si tu es du même avis que moi là, du côté des Red Bulls. Enfin, pas si tranquille que ça, parce qu'ils ont quand même licencié leur entraîneur pendant la saison avec Chris Armas qui est parti. Mais depuis que Chris Armas est parti, je trouve que ça va beaucoup mieux. C'est plus serein. Il a réussi à justement donner de la place aux jeunes, comme tu disais, à White, à Barlow, à Valo aussi, enfin Florian Valo, qu'on adore dans ce podcast depuis longtemps, c'est une de ses premières vraies saisons. Et il pourrait, à mon avis, peut-être avoir une vraie chance pour le titre de Comeback Player of the Year. Mais enfin, je les trouve quand même très fragiles, hein, les Red Bulls. Je vais pas te mentir, on n'a pas vraiment eu le temps du coup de parler de Columbus, mais je vois très mal cette équipe des Red Bulls faire du mal à Columbus. Ça se trouve ils le feront, hein, mais pour moi Columbus c'est un des favoris de ces playoffs de l'Est et
New York va avoir énormément de mal pour s'en défaire parce qu'ils ont très peu d'expérience, très peu de joueurs qui peuvent faire la différence sur un geste dans ces matchs coup près. La victoire contre Toronto a été belle, hein, mais c'est beaucoup de coups de pied arrêtés aussi, donc je pense pas qu'ils vont aller très loin pendant ces playoffs. D'accord, et justement, l'équipe qu'ils ont vécue, Toronto, on sent que Toronto, ces derniers temps, là, à l'image de Columbus, un peu, c'est pas qu'est-ce qu'on a vu durant la saison, c'est 3 défaites dans les 4 derniers matchs. Euh, Est-ce que tu penses qu'ils vont être capables de se relever là, de cette méforme qui leur a pratiquement coûté le Spurter Shields? Mm. Ouais. Ouais, non, c'est étonnant. Dernièrement, que ce soit Columbus, Toronto ou même Seattle, ils ont connu des passes très très compliquées. Je sais pas si c'est l'accumulation des matchs qui ont fait, voilà, en fin de saison, il y a quand même eu beaucoup de matchs qui ont fait que ça soit plus compliqué, mais c'est clair que il y a 2, 3 semaines, ils étaient clairs favoris à l'Est pour les playoffs. Là, ils le sont un peu moins, mais je pense que c'est un effectif qui est quand même ultra expérimenté. Voilà, les Pozuelo, les Altidore, les Bradley, les Mavinga, ils en ont vu d'autres. Ils ont passé beaucoup beaucoup de temps au final en MLS Cup ces dernières années. Alors que tu vois une équipe comme Philadelphie, je sais pas s'ils ont l'expérience et pour ces matchs coup près. Les joueurs clés pour faire la différence, alors que là, tu vois qu'un Pozuelo, enfin, c'est incroyable à quel point ils sont Pozuelo dépendants. Mais Pozuelo, à chacune de ses touchées de balle, on sait qu'il va faire la différence, et que ce soit avec Kenola, Altidore ou qui que ce soit devant. Souvent, ça fait but, donc ça va être. Enfin, Toronto, c'est clairement les favoris à l'Est. C'est pas forcément mon favori, mais je pense que pour l'avis de tout le monde, Toronto, c'est la grosse équipe à l'Est. Et cette mauvaise passe, sachant que là, on a 2 semaines de trêve internationale, il devrait avoir le temps de retravailler un petit peu. Et je pense que cette mauvaise passe est que passagère. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, Toronto, c'est le genre d'équipe que en série, ils peuvent battre tout le monde. Ils ont le talent pour battre tout le monde, hein. On les a vus récemment aller en finale. Avant ça, gagner la MLS Cup. Donc, il faut toujours se méfier de Toronto. Et tu l'as dit, hein, Philadelphie ont été très rarement en série. Là, ils gagnent le Spurter Shields, une première dans leur histoire. Ils l'ont confirmé avec une victoire de 2-0 face à New England, mais c'est ça, Philadelphie sont beaux à voir aller, mais c'est ça, c'est peut-être au niveau des séries, l'expérience série. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont dans cet effectif-là. Donc, toi, tu penses vraiment que ça va être un game changer du côté de Philadelphie? Tu vas aller très, très, très loin? C'est un peu, ouais, c'est une prédiction un peu compliquée, hein. On sait même pas qui ils vont affronter lors de ce Ouais. premier match, puisque ça va être un des 4 barragistes, que ce soit Nashville, Miami, New England ou Montréal. Mais je pense qu'ils iront loin en playoff, mais je trouve que contre un Columbus ou un Toronto, dans un match coup près, je sais pas, enfin, je trouve qu'il y a plus de joueurs à Columbus comme Zelarian, à Toronto comme Pozuelo, même Zardes, Altidore, enfin, pas Altidore, bon, il n'y a pas beaucoup joué cette année, mais il y a plus de joueurs d'impact qui peuvent faire la différence. Cette équipe de Philadelphie, elle est super équilibrée. Aronson est très bon, mais il lui arrive de rater ses matchs. Pareil pour Monteiro, pareil pour Chris Bilko. Donc ça va être plus compliqué pour eux. Après, ils ont une très belle défense. Ça, on peut pas leur enlever. Que ce soit McKenzie ou Blake, ou voilà, ils ont sorti le grand jeu cette année. Donc, tu vois, si je devais faire une hiérarchie personnelle, je mettrais Toronto et Columbus juste avant Philadelphie à cause de ce manque d'expérience. Parfait. Et on enchaîne les matchs, hein, mais c'est ça. Juste avant de changer de match, du côté de New England, vraiment, pour ma part, j'ai trouvé que c'était une très bonne saison de leur part. Du côté défensif, c'était pratiquement parfait. C'était le côté offensif qui a manqué. On sait il y a quand même eu plusieurs blessures du côté de la Nouvelle-Angleterre cette année. Est-ce que tu penses que les joueurs importants des Revs vont pouvoir faire la différence, là? On l'a vu face à Philadelphie, ils n'ont pas fait la différence. Est-ce que tu penses que ça peut être le cas là, en série? Oui, je pense que quand même c'est une bonne saison, mais en même temps, Bruce Arena doit être assez frustré de devoir jouer un match en plus, parce que quand on voit que ouais, les Red Bull justement passent sans les barrages, enfin c'est pas des barrages exactement, mais voilà, ils font un match en moins
que New England. Je pense que New England peut s'en mordre un peu les doigts. C'est une équipe qui aurait mérité, je pense, d'être quand même dans les 6 premiers. Après, c'est une équipe qui est très belle à voir jouer. Comme tu l'as dit, défensivement, ils sont bien améliorés cette année, notamment déjà Turner, dont on parle énormément autour de la ligue, comme un des meilleurs gardiens de but, mais surtout Kessler, je trouve. Alors, il a vraiment fait une saison très bonne. Il est même souvent nommé dans les meilleurs jeunes de la ligue. Donc, non, Kessler a fait un gros match, une grosse saison, et ça va être très intéressant de les voir jouer Montréal, parce qu'il y a eu pas mal d'affrontements, j'ai l'impression, entre les deux cette année. Donc, ça va être amusant à regarder. Oui, effectivement, je trouve que j'aime bien ce que j'ai vu des Revs cette année et je pense vraiment qu'ils peuvent en surprendre plus d'un. Reste à voir si c'est ça, les joueurs importants là, vont prendre leur place parce que quand on voit des joueurs comme Gustavo Bou, Carles Gil et qu'on voit que les Revs ont seulement marqué 26 buts en 23 matchs. Ces joueurs-là ont été blessés cette saison. Je pense surtout à Gil. Mais c'est ça, vraiment. On s'attendait à un peu plus d'eux. Mais c'est ça. Si on continue, par après, là, il y avait un match assez intéressant. Peut-être pas pour l'enjeu, mais Orlando City SC a perdu contre Nashville. C'était un match sans trop d'enjeux, mais moi, j'étais chez moi et j'ai régalé là, Nashville qui l'emporte dans les derniers instants avec 2 buts dans les 5 dernières minutes. C'était tout simplement intense et ça va donner, je pense, de la confiance à Nashville pour leur première série éliminatoire. Moi-même, je pense que il avait fallu que je prédise le classement de Nashville, je pense pas que je les aurais mis le 7e. C'est pratiquement une saison de rêve pour une équipe d'expansion. Pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a surpris de Nashville cette saison? Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils arrivent à marquer des buts. Ils ont eu la bonne stratégie à l'intersaison de pas forcément trop acheter de joueurs offensifs, ou pas dépenser trop d'argent là-dedans, mais d'aller vraiment construire en fait depuis la défense. Et puis surtout, Walker Zimmerman a fait une saison incroyable, digne d'un des meilleurs défenseurs de MLS cette saison, si ce n'est le meilleur défenseur de la MLS en ce moment. Il était partout. En plus, il pouvait mettre quelques buts de la tête de temps à autre. Et ils ont vraiment eu ce flair d'aller chercher même des vétérans comme Romney ou Lovitz qui ont fait une saison meilleure que celle que je pensais qu'ils pouvaient faire. Et même une profondeur de banc aussi. Ils ont toujours eu des joueurs à sortir toute l'année. Ils ont fait quelques paris intéressants, Alex Mill notamment ou Dax McCarthy. Mais même Romney et Lovitz, ils sont allés vraiment chercher des joueurs qui avaient peut-être moins de temps de jeu ici et là. Et ça a marché assez convenablement, même si devant c'est toujours pas aussi fou. Alors là, certes, ils en ont mis 3 à Orlando. Mais Orlando, non seulement c'est pas la meilleure défense de la ligue, mais en plus, c'est un match de fin de saison. Est-ce que ils ont pas mis 3 toute l'année à tout le monde, Nashville clairement. Mais j'ai hâte de voir, Annie Mukhtar en playoff. Lui justement, ça va être le genre de joueur qui va faire un impact contre Miami. En plus, c'est assez marrant parce que c'est vraiment le duel d'expansion entre les deux équipes qui sont. Nashville a toujours été un peu dans l'ombre de Miami cette saison, puisque ils sont arrivés en même temps, mais avec beaucoup moins d'étincelles, on va dire. Mais c'est une saison plutôt réussie. Ils ont évité de faire une Minnesota ou une Cincinnati dans leur première saison. Donc, faut tirer son chapeau à Nashville, surtout qu'ils ont déployé des moyens bien inférieurs à ceux d'autres équipes d'expansion. Tu me fais plaisir, Antoine. En plus, j'étais le premier d'extracteur au début de saison et finalement, ils ont bien recruté, je trouve aussi même à l'été. Et là, dernièrement, le fait qu'ils aient recruté Andoua Buana de Seattle, j'ai hâte de le voir jouer un petit peu avec Nashville aussi, parce que c'est un très bon joueur qui était cantonné vraiment à un rôle de remplaçant à Seattle. Là, c'est un peu la même chose à Nashville, mais je pense qu'il joue un peu plus. Et c'est ce genre de petites pépites, Moana, Moyle, Lovitz, Romney, des mecs qui stagnaient un petit peu en MLS, ou même Joe Willis, ce gardien, qui sont allés chercher, et ça fait un effectif qui est prêt à se battre, et ça fait plaisir. Oui, exactement. Et je pense que ça va permettre à Nashville de bâtir justement sur ce noyau de joueurs pour les prochaines saisons. Tu sais, souvent, les expansions, ça change beaucoup. Quand on regarde l'FC Cincinnati, l'équipe qu'ils avaient cette saison,
vis-à-vis à la saison passée, c'est complètement différent. Et je pense que justement, contrairement à Cincinnati ou Minnesota, que durant les premières années, c'était assez instable, Nashville, c'est ça, peut déjà bâtir. Et si on passe à leur adversaire là, d'hier, Orlando, vraiment, ça va être des premières séries Orlando. Et ça a été une saison vraiment satisfaisante de leur côté. J'ai aimé ce que j'ai vu. Une des meilleures attaques de l'Est. Peut-être pas la meilleure défense, quoique c'était 100 000 fois mieux que les dernières saisons. Mais non, Oscar Pereira a vraiment métamorphosé cet effectif-là. Et vraiment, ils arrivent en confiance pour ces playoffs. Mais reste à voir, comme que tu l'as dit un peu plus tôt, là, à l'image de Philadelphie, si les joueurs vont répondre présents. Là, peu ont d'expérience en playoff, mais vraiment, toi, là, est-ce que tu es confiant pour Orlando dans ces séries? Je suis très confiant. Je t'avais oublié tout à l'heure quand je listais mes équipes de l'Est, mais ouais, pour moi, tu as Toronto, Columbus, puis Philly et Orlando un petit peu au même endroit. Ils ont montré pendant la MLS is back qu'ils n'avaient pas peur de sortir les dents lors des matchs coup près. Ils ont un effectif que je trouve vraiment très bon et surtout, ils ont des belles armes sur le banc aussi, notamment en attaque. Alors derrière, c'est toujours très limité. En plus, Galizé a manqué quelques matchs dernièrement et je trouve que leur ligne de défense est pas dingue, mais devant, Chris Muller a sorti la saison de sa carrière. Bon, dommage, il a un petit peu baissé en régime depuis le MLS is back, mais ça reste un très bon attaquant. Nani, il nous surprend énormément, et puis il a encore sorti un superbe coup franc contre Nashville, et puis Daryl Dike, c'est un peu c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. En college soccer, on voyait surtout un gros tank, et il a réussi à trouver un peu plus d'efficacité devant le but, à être très mobile, trouvé facilement par Muller et Nani. Et même quand il y a des jours où il n'est pas forcément très bien, il reste Benji Michel ou Tesho Akindele aussi pour marquer des buts. Donc c'est un effectif très équilibré, comme tu le dis. Pereira a fait un travail de titan là-dessus. Et franchement, ce match Orlando NYCFC au playoff va être très sympa à regarder. Oui, exactement. Et si on reste en Floride, un peu plus au sud, là, si on va à Miami, l'équipe de David Beckham, en début de saison, on avait quand même beaucoup d'espoir. Après ça, durant la saison, on a été assez, on va dire, désespérés. Et finalement, à la toute fin, ils réussissent à se qualifier. Vraiment, l'Inter Miami, là, je m'y attendais pas. Très belle performance. Ils ont acquis leur playoff là, en vainquant le FC Cincinnati 2-1. Vraiment, l'Inter Miami, je suis content de les voir en série. Je pense que c'est positif pour ce club. Mais moi, je ne m'attends pas à un très long parcours en série. C'est ça, ça a été une victoire, on va pas dire difficile, mais c'est ça, ça a été une victoire moyenne face à Cincinnati. J'ai pas été vraiment épaté de qu'est-ce que j'ai vu. Quand on voit des joueurs comme Higuaín sur le terrain face à un FC Cincinnati qui bat encore une fois des records de médiocrité. Vraiment, toi, est-ce que tu es confiant? Pour Miami, pas tellement. Ils m'ont vraiment laissé sur ma faim cette année. Heureusement, ils ont amené Gonzalo Pires pendant l'été, qui lui a vraiment, je trouve, solidifié cette défense, mais alors qu'il en avait vraiment besoin, parce que contrairement à Nashville, ils n'avaient pas trop travaillé sur cette défense. Ils avaient tenté des paris, comme Roman Pires, Roman Torres, qui n'avait pas du tout marché. Et Gonzalo Pires, c'est vraiment la belle acquisition en défense. J'avoue rester vraiment sur ma faim, que ce soit Higuaín ou Matuidi. Matuidi, offensivement, il apporte pas grand-chose. Il est assez bon, même récupération, il n'a pas fait grand-chose. Ouais, vraiment, je suis resté sur ma faim pour Matuidi, alors qu'il est pas si vieux que ça. C'est un peu dommage de le voir. Il est pas mauvais, hein, mais il sort pas du lot, alors qu'il devrait. Higuaín, forcément, pas trop non plus, mais après, j'ai jamais été un fan d'Higuaín en Europe non plus, donc c'est difficile pour moi, mais je pense que un peu comme le nombreux clubs d'expansion après la première année, à Miami, on n'a pas l'impression d'avoir, je pense, bâti une réelle colonne vertébrale. On parlait de Nashville, ils ont réussi à recruter pas mal de joueurs, et contrairement à Cincinnati ou Minnesota après leur première saison, je pense qu'à Nashville, il n'y a pas grand monde qui va partir. Je pense pas qu'il y a une quinzaine de joueurs qui vont partir.
À Miami, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent partir beaucoup de monde pour ensuite recruter derrière. Parce que il y a pas mal de gens sur lesquels ils ont mis beaucoup d'argent. Victor Ulloa, par exemple, Abbas Powell, Carranza, Pellegrini, qui finalement ne jouent pas tellement. C'est assez problématique pour Miami. Le seul, vraiment, la pépite de Miami, pour moi, cette année, c'est Lewis Morgan. Lewis Morgan, il a sorti une saison extraordinaire. C'est lui qui sert tous les ballons ou qui marque cette année. Et je ne connaissais pas du tout avant cette saison. Et c'est la vraie grosse surprise de Miami. Et c'est leurs joueurs qui peuvent leur faire peut-être gagner ce match face à Nashville. Pour moi, voilà, c'est Lewis Morgan. Ouais, moi aussi, Morgan, c'est un peu, je trouve, le meilleur joueur cette année à Miami. Mm. Et je dois avouer, je le connaissais pas vraiment là, avant son arrivée. Donc, non, mais Miami, honnêtement, c'est sûr, c'est pas la meilleure équipe d'expansion. On en a déjà vu des meilleures et tout, mais c'est quand même bien pour eux de les voir en série. Là, Mm. je pense que les personnes qui suivent la MLS là, donnaient pas cher de la peau de Diego Alonso à un moment durant la saison. Il a quand même réussi à faire de cette équipe une équipe gagnante. Donc, vraiment, chapeau à lui. Mais comme tu dis, là, ça risque de tourner durant la saison morte et je donne pas je pense que Nashville va avoir l'avantage, mais ça, on va parler un peu plus tard. Avant, finissons avec l'Est. Et je pense le match vedette de cette Decision Day, je pense à tous les supporters de l'Impact qui nous écoutent. Je pense à Adi, rédacteur en chef de Culture Soccer. Vraiment, ça a été une victoire incroyable de l'Impact de Montréal, 3-2 contre le DC United. Vraiment, l'Impact avait leur sort entre leurs mains, mais il fallait battre le DC United. On dit souvent que les derniers matchs de la saison sont des matchs de play-off pour certaines équipes, mais là, c'était absolument vrai parce que le DC United était à quelques points de l'Impact. C'était soit le DC ou Montréal qui passait. Et vraiment, là, à la mi-temps, c'était 2-1 pour le DC United. Mm. Montréal était pas top. Et il y a eu des décisions de l'arbitre un peu controversées. Et finalement, l'Impact qui revient dans le match en égalisant une première fois avec Victor Wanyama. Et finalement, Kyoto, qui est selon moi le joueur de la saison pour Montréal, qui scelle le sort de son équipe à la 98e minute. C'était simplement incroyable. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là, Antoine? C'était sympathique. Je regardais pas beaucoup Montréal et donc c'était sympa de les voir jouer. Du côté de, ouais, j'ai commencé par DC. À DC, j'étais assez étonné de on va dire les liens qu'il y avait entre les attaquants. C'était vraiment bien. Flores, Gressel, Camara, ils jouaient plutôt bien ensemble. Par contre, Camara a raté un truc notamment assez incroyable devant le but et Montréal peut être assez content de ça. Mais oui, c'est vrai qu'après Montréal, c'est plutôt fait voler un penalty, genre vraiment. C'est assez incroyable qu'il n'ait pas sifflé ça. Et Montréal, c'est une équipe qui est très belle, qui est plus forte peut-être que la somme de ses individualités. Hein. Kyoto et Boran Wanyama sont des bons joueurs, mais c'est pas un effectif qui peut rivaliser avec les meilleurs de l'Est. Mais Thierry Henry finalement a l'air de se débrouiller pas si mal que ça avec. Après, il y a ce qui peut vraiment les plomber, c'est les erreurs individuelles bêtes. Toute l'année, j'ai l'impression que les défenseurs centraux ratent il y a un dégagement qui est raté, une couverture qui est mal faite et c'est ce genre de truc qui te coûte des points vraiment de façon débile et voilà, j'ai l'impression qu'il y a un manque de concentration et de lucidité parfois du côté de Montréal en défense. Là on l'a vu dans ce match, le but de Camara de la tête, certes Clément Dio n'est pas du tout à son poste, il couvre très mal son but, mais Camara est aussi tout seul dans la boîte pour mettre sa tête. Voilà, donc la défense centrale, faut un peu se reprendre et même devant, j'ai vu des passes vraiment pas réussies, notamment à Jackson Hamel. À un moment, j'ai vu une transversale qui allait directement en touche. Enfin, il y a eu 2-3 gestes comme ça. Heureusement, ils ont Kyoto, ils ont Wanyama, ils ont des joueurs qui peuvent réussir dans ces grands rendez-vous, mais il faut vraiment rester concentré pendant 90 minutes parce que j'ai l'impression qu'ils lâchent des points très bêtement. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que les partisans de l'Impact vont tout simplement là, profiter des matchs des séries qu'ils vont avoir. Et on sait c'est quoi un peu l'ambiance des séries. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc, vraiment, bonne chance à l'Impact de Montréal. Et du côté de DC, je pense que vraiment la saison à un moment était désastreuse.
Et vraiment, là, ils ont fini la saison avec un côté plus positif. Je pense que le départ de Ben Olsen en a peut-être fait réaliser quelques-uns là, les performances devaient être davantage. Donc, vraiment, je pense que le DC United, c'est ça. Je pense que oui, il faut qu'il y ait plusieurs additions durant la saison morte, mais je pense que c'est pas une reconstruction totale. Je sais pas si tu es du même avec moi. Si, oui, je suis. Ça fait depuis qu'ils ont été rachetés, depuis qu'ils ont Audi Field, là, depuis 2-3 ans, qu'on attend des gros joueurs à la Wayne Rooney. Et je pense qu'il leur manque voilà, un ou deux joueurs stars. Flores, il a été vraiment en deçà cette année. Mais avec des Gressel, des Flores, des Assad, Camara. Enfin, il y a vraiment des bons joueurs, même Bilamid dans les buts, qui sont dans cette équipe de DC. Il manque une ou deux grosses additions qui ont été promises maintes fois par les propriétaires. Et je pense que DC peut bien revenir. Dans les entraîneurs, on parle apparemment de Chris Armas, l'ancien entraîneur des Red Bulls. Ça pourrait être très sympa, je trouve. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher un entraîneur européen qui coûte très très cher. Je pense que DC United peut faire dans le local. Mais ils ont un beau stade, ils ont des beaux supporters. Il faut qu'ils se reprennent un petit peu. Parfait. Donc, si on conclut l'Est, on va rapidement là, faire nos prédictions. Pour la première ronde, on pourrait dire la ronde préliminaire, là, c'est qui tu vas vainqueur pour le premier affrontement en Nashville et Miami? Moi, je mettrais Miami parce que je pense que Nashville, offensivement, c'est pas trop ça. Et ce sera un match, je pense, enfin, très serré. Et je vois bien Miami s'imposer grâce à des buts un peu chanceux. D'accord, d'accord. Ben, c'est sûr que moi, je vais protéger mon poulain. Je vais y aller avec Nashville. Je pense que Nashville, défensivement, sont très solides. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai espoir. Surtout en remportant une victoire avec 3 buts face à Orlando. Je pense que ça va un peu donner de la confiance au nouveau venu Jonder Cadiz. Donc, moi, je dirais avec Nashville. Sinon, le deuxième affrontement, c'est la Nouvelle-Angleterre contre Montréal. Je vais commencer cette fois-ci. Je sais pas Mhm. pourquoi, mais j'ai comme un feeling que du côté de Montréal, cette victoire les a remotivés. Les derniers temps avaient été assez difficiles et je pense que c'est ça. Je pense que Montréal, là, sont remotivés. Kyoto est en pleine forme. Donc, c'est ça. Il reste à voir si Wanyama va être de retour. Je sais qu'il part en pause internationale, donc reste à voir s'il va être de retour à temps pour le match. Mhm. Tu sais, question de quarantaine et tout. C'est sûr Mhm. que c'est un joueur clé. Donc, si Wanyama n'est pas là, ça va être vraiment difficile. Mais non, j'irai avec Montréal. Et toi? Bah, moi aussi, à part, enfin, comme j'ai dit, je trouve que l'effectif est plutôt bon et il manque juste un manque de concentration. Il faut juste pas faire d'erreurs stupides qui peuvent coûter les buts. Mais je pense que Montréal peut gagner contre New England. New England n'a pas impressionné plus que ça cette saison, donc ouais. Parfait. Et par la suite, on va pas y aller ronde par ronde, mais si tu avais à donner ton finaliste cette année à l'Est, ça serait qui? Et je vais mettre, je vais faire un truc un peu chaud. Je vais mettre Orlando et Columbus en finale. Et je mettrais une victoire de Columbus. Ça, c'est vraiment juste par amour pour ces deux équipes et pour certains joueurs. J'adore Darrell Dyke, j'adore Titan Nagby. Donc, c'est vraiment ces deux équipes que je mets là. C'est pas très rationnel, mais je pense que Columbus a vraiment une vraie chance et un banc assez incroyable pour arriver gagnant à l'Est. Parfait. Moi, je pense que ça va être. Je miserais peut-être avec une finale de conférence Orlando-Toronto Mm. et j'irais avec Orlando vainqueur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette année, tout réussit à Orlando. Donc, je vais y aller avec Orlando et vous savez comment je les aime. Donc, ouais, Orlando. Mais je pense pas que c'est très rationnel. Sinon, c'est ça, on va poursuivre avec l'Ouest. Du côté de l'Ouest, la décision D vraiment était sans véritable enjeu, excepté Kansas City qui voulait finir premier, Minnesota qui voulait peut-être aller dans le top 4. Mais vraiment, là, au niveau des équipes qualifiées, tout était déjà scellé avant le début de la rencontre. Vraiment, c'est ça. Vancouver a été éliminé, les Galaxy aussi, Real Salt Lake et Houston. Donc, ces équipes-là voulaient sauver l'honneur dans cette Decision Day. Et ça a commencé, cette Decision Day-là, c'est ça, un peu après l'Est.
Vraiment, comme à l'habitude, là, tous les matchs étaient en même temps. Mais commençons avec le match Colorado-Houston. Ça a fini 2-1 pour Colorado, donc une victoire logique. Colorado, que vraiment, moi, j'ai adoré cette saison. Ils ont confirmé un peu que la fin de saison là, 2019 qui avait été très belle. Donc, toi, le Colorado, les Rapids du Colorado, là, est-ce que tu les vois comme un challenger pour les séries? Ouais, moi, depuis le début de la saison, enfin, j'avais même écrit un article là-dessus sur Culture Soccer. J'adore Colorado, j'adore leur effectif. Euh, et ils ont très très mal débuté cette saison. Le MLS is back a été vraiment raté. Puis même après, il y a eu des gros problèmes et je me demandais ce qui allait pas. Finalement, le fait qu'ils perdent Kei Kamara, qui était pourtant vraiment un de mes joueurs préférés là-bas, leur a plutôt réussi. Ils arrivent très bien à s'adapter avec Diego Rubio en faux neuf ou avec André Chignachiti devant. Chignachiti qui a sorti une grosse saison encore, tout comme Lewis ou on peut aussi parler de Nicolas Benezet aussi. Il a fait une très belle saison et finalement Colorado a un peu déçu, mais est en pleine dynamique là, en pleine bonne dynamique. Ils ont vraiment petit à petit, malgré leurs nombreux matchs ratés à cause du Covid, ils sont vraiment remontés dans le classement. Ils auraient pu même apparemment réchipper la quatrième place à Minnesota. Bon, il n'a pas fait, mais ils auraient pu. Et c'est vraiment une des équipes à éviter à l'Ouest en playoff parce qu'ils sont dans une dynamique qui est excellente. Ils ont peu de départs pour la fenêtre internationale. Donc très satisfait par cette équipe de Colorado. Elle m'a fait très peur au milieu de saison, mais elle est très bien revenue. Oui, exactement. Et vraiment, on voit Philadelphie qui réussit à l'Est avec des jeunes joueurs à fort potentiel. Et j'ai l'impression que Colorado use un peu de la même stratégie là, quand on voit des Cole Bassett, des Sam Vines, des Jonathan Lewis. Donc vraiment, c'est beau à voir aller. Et vraiment, non, j'ai beaucoup d'espoir pour Colorado. C'est peut-être pas leur année, mais j'ai l'impression là, que s'ils gardent ce noyau de jeunes joueurs-là, dans 2-3 ans, là, ça peut être une des meilleures équipes de la Ligue. Et donc après, si on continue, il y avait le match LAFC contre Portland, un nul 1-1. Vraiment, là, l'AFC cette année, là, c'est pas le même LAFC qu'on avait vu dans les dernières années. Je pense que la perte de Walker Zimmerman a été vraiment là, fatale pour le LAFC, qui a été vraiment l'une des pires défenses de l'Ouest. C'est la deuxième pire défense des équipes qualifiées après San José. Là. Donc, vraiment, LAFC, c'est pas la saison de leur titre, là, cette saison, hein, Antoine? On sait jamais avec le système des playoffs, forcément, hein, qui sait, mais ils ont pas l'air hyper sereins, à part Diego Rossi qui fait une saison XXL. Et puis les habituels, bon, Atuesta, Blessing, Segura, ils font aussi des belles saisons, mais derrière, Harvey commence vraiment à vieillir. Blackman, il a pas été au niveau de Zimmerman. Vela a été blessé quasiment toute la saison. Surtout un départ dont on parle très peu, mais qui a fait assez mal, je trouve, c'est celui de Tyler Miller. Le gardien qui est parti à Minnesota, qui était, j'ai toujours trouvé sous-estimé. Et son remplaçant, Kenneth Vermeer, quand il jouait, il n'a pas fait une saison dingue. Et puis après, c'était plus Cesniega qui a joué pendant une partie de la saison. Mais finalement, il n'y a pas eu forcément je trouve que la perte de Miller a été un peu sous-estimée et a finalement fait mal. Mais non, c'est clair que ouais, l'effectif est pas aussi bon que l'année dernière. Et bon, la perte de Vela n'a pas aidé. Là, on va voir en playoff, vu que Vela est de retour, peut-être que ça leur permettra de revenir un petit peu. Donc pourquoi pas, je pense pas qu'il. Ça va être un premier match contre Seattle qui va être très compliqué, donc on va voir. Oui, du côté de Portland, vraiment, Diego Valeri, on se demande c'est quand que ses performances vont diminuer. Il a 34 ans et il a fait 7 buts et 5 passes décisives cette saison. Selon moi, ça a été l'homme du match là, dans ce match nul. Vraiment, j'ai adoré ce que j'ai vu. Et c'est ça, vraiment, Portland, ils arrivent en forme pour ces séries, hein, Antoine? Ouais, et ils ont un vrai banc aussi. Quand on regarde les remplaçants, donc non, c'est une belle équipe. Offensivement, il n'y a rien à dire. Jimmy Chara, c'est aussi la saison de sa vie. Je pense que des 11 titulaires habituels, Jimmy Chara a plus de chances, à mon avis, d'être dans les 11 types de la MLS à la fin de saison. Mais c'est un vrai collectif. Il y a très peu de stars, malgré les Valérie, les Mora, malgré Chara, justement. Je trouve qu'il y a
un beau collectif qui passe avant tout. La défense est encore un peu friable pour moi. Comme toutes les défenses à l'Ouest, finalement, je trouve qu'il y a un peu Seattle, ça va, mais les autres équipes de l'Ouest, défensivement, elles sont très peu rassurantes. Ouais, enfin, surpris de la deuxième place en général de Portland, mais ils ont une saison sympa. Et pour le coup, ils ont, je trouve, une vraie chance en playoff. Oui, exactement. Et moi, j'aime voir des joueurs comme Marvin Loria ou bien Eric Williamson là, vraiment prendre de l'importance dans cette équipe. Williamson, j'ai adoré ce que j'ai Mm. vu cette saison de sa part. Il est très important au milieu pour Portland. Il a débuté 15 matchs cette saison-là, donc il commence vraiment à être un titulaire récurrent. Donc, non, j'ai vraiment Portland, j'ai l'impression que c'est une des équipes sur qui on peut compter pour avoir des bons matchs là, durant les séries. Je pense pas qu'ils vont remporter la coupe, mais vraiment, je pense qu'il y a moyen qu'ils se rendent loin. Et une autre équipe qui risque de se rendre loin cette saison, c'est Minnesota, vraiment. Ils font des bonnes performances récemment. Ils n'ont pas perdu à leurs 5 derniers matchs, je crois. Et vraiment, c'est ça. Ils ont gagné 3-0 contre Dallas. Donc, de quoi se mettre en très bonne confiance pour les séries. Vraiment, grâce à cette victoire, ils ont atteint la 4e place. Et c'est ça, un doublé de Kevin Molino, un but de Emiliano Reynoso, le nouveau venu. Donc, vraiment, là, tout sourit à Minnesota là, en cette fin de saison, n'est-ce pas, Antoine? Oui, et même quand ils mettent Lod en pointe, ça marche. Non, c'est une très belle équipe Minnesota. Reynoso, Molino sont incroyables. Enfin, Molino, il monte en puissance à chaque saison alors qu'il devient pas plus jeune. Hein, et ça fait longtemps qu'il est là, il a déjà 30 ans. Et à chaque saison, il est de enfin, il est meilleur. Et Reynoso aussi, une très bonne surprise. Finlay, Lod, l'animation offensive est belle. En plus, ils ont recruté Kei Kamara sur le banc qui peut sortir. Donc, enfin, forcément, ça va me plaire. Euh, Derrière, j'ai trouvé encore un peu fébrile. En plus, ils font beaucoup monter leurs latéraux, donc ça peut faire mal sur les contres. Mais Dwayne Sinclair a été très bon, surprenamment, parce que c'est un gardien dont on attend beaucoup depuis longtemps. Mais lors de ses prêts en USL, alors à San Antonio ça allait, mais je sais qu'au Forward Madison, c'était pas bien passé du tout en Ligue 1. Donc très surpris de Dwayne Sinclair et de sa saison très bonne en remplaçant justement de Tyler Miller qui a été blessé la plupart du temps. Mais non, c'est une équipe qui va faire mal en playoff. Vraiment, le duel contre Colorado va être très sympa à regarder parce que deux équipes plutôt offensives. Ouais, non, ça va être un très bon match, un des plus beaux matchs là, de cette première ronde. Vraiment, c'est deux équipes que je trouve qui ont un niveau assez similaire, là, donc ça va être intéressant. Et c'est ça, leur adversaire, la FC Dallas, c'est 3 victoires à leurs 4 derniers matchs, mais je sais pas pourquoi je suis pas très convaincu là, en cette fin de saison. Oui, ils ont eu des bons résultats, là, mais vraiment, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de déchets du côté de Dallas. Vraiment, respect à mon ami Léo, mais, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont aller très loin en série. Je sais pas, toi, est-ce que tu es de l'avis contraire? Est-ce que tu penses que Dallas va surprendre tout le monde cette année? Non, je suis comme toi, il y a beaucoup trop de jeunesse, pas assez de joueurs qui font la différence. Et en fait, mais chaque année, j'ai l'impression que ça. Chaque année, enfin, ils font. L'année dernière contre Seattle, là, quand ils ont fait un 4-3 assez fou, ils méritaient de passer, mais ça se voyait qu'il y avait l'expérience qui manquait. Cette année, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de. Il y a rien de plus rassurant du côté de Dallas. C'est une très belle équipe, mais ouais, je les vois pas aller loin dans des matchs comme ça, avec des enjeux assez gros. Ouais, c'est ça. Je suis pas mal du même avis que toi. Si on continue avec le champion de l'Ouest, le Sporting Kansas City, qui a battu là, le Real Salt Lake 2-0. C'est ça. Commençons là, par les champions. Ça a été une saison pratiquement parfaite, seulement 6 défaites. Et vraiment, non, j'ai vraiment tout aimé de ce que j'ai vu cette saison au Sporting Kansas City. Les jeunes jouent, pardon. Gianluca Buzio est rendu très important. Jalen Lindsay il est un habitué là, en tant que latéral droit. Felipe Hernandez prend beaucoup d'importance dans le jeu également. Donc, vraiment, Sporting Kansas City, c'est un parfait mélange entre les vétérans et la jeunesse. Et non, je pense que peu
peu de personnes les voyaient à la première position là, après une saison 2019 désastreuse et l'effectif n'a pas tant bougé. Qu'est-ce qui a changé, Antoine? Bah, déjà, ça fait des années que on disait à Peter Vermes, il lui faut juste un numéro 9 et ça ira. Parce qu'il enchaînait les numéros 9 un peu foireux et on lui a donné Alan Pulido et forcément ça a fait une saison plutôt réussie derrière. En plus, il y a Gary Shelton qui peut faire le taf quand Pulido est pas là. Il y a Johnny Russell aussi qui peut marquer son but. Et comme tu l'as dit, Bouzio a sorti une très très belle saison. Même derrière Puncec, pas mal surpris. Non, c'est un effectif qui est beau. Je trouve que derrière encore, c'est un peu friand. Mais il y a vraiment de la qualité du côté de SKC. Et ça va être une équipe à regarder en playoff. Je pense pas qu'elle ait les atouts dans les matchs importants qui ont Portland, LAFC ou Seattle. Malgré leur titre à l'Ouest. Mais c'est une équipe qu'il faudra garder à l'œil, surtout qu'elle est contre San Jose au premier tour, donc ça devrait passer. Oui, exactement. Et moi, un joueur que j'aimerais souligner sa saison peut passer parfois inaperçu, mais c'est Eric Hurtado avec 5 buts en 14 apparitions cette saison. Vraiment, pour moi, voir Hurtado faire 5 buts en 14 matchs, c'est tout simplement incroyable quand on sait qu'il en avait fait 10 en 60 apparitions durant son passage là, au Whitecaps. Là, vraiment, j'ai vraiment été surpris d'Hurtado. Félicitations à lui. Je trouve qu'il est très bien revenu cette saison. Et non, je suis pas forcément d'accord avec toi du côté de Kansas City. Je pense qu'ils peuvent quand même aller assez loin en série. C'est une équipe qui est très bonne habituellement. Là, si on se fait à leur parcours pour les matchs élimination directe, par exemple, lors de la US Open Cup, ils l'ont gagné à plusieurs reprises. Ils ont quand même plusieurs vétérans dans leur effectif, mais reste à voir. On peut toujours être surpris en MLS. Et par après, c'est ça. Continuons avec ton club, Antoine, une victoire 4-1 des Sounders face à San Jose. Vraiment, de quoi mettre les Sounders en confiance. On ne se fera pas de cachette. Je pense qu'ils font partie des 3 favoris à l'Ouest. Et vraiment, quoi de mieux qu'une victoire de 4-1 face à San Jose? Je pense vraiment que Seattle aime jouer contre San Jose, hein, Antoine? Non, c'est clair. La dernière fois, c'était quoi? 7-1, 6-1? Ouais, 7-1. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était vraiment désastreux. Le 7-1 pour San Jose, c'était triste. Les joueurs de San Jose faisaient vraiment pitié. Ouais, non, ils ont connu une très mauvaise passe récemment. Et ça fait plaisir que sur le Decision Day, ils arrivent à se remettre un petit peu en jambes comme ça. Parce que, il y a eu 2-3 semaines de grosses hésitations du côté de Seattle. En plus, il y avait des rumeurs de Raúl Ruiz Díaz qui pouvait partir avec le Pérou. Il y avait le Covid. Schmetzer qui a toujours pas re-signé son contrat. Il a toujours pas fait. Donc, on ne sait pas si Schmetzer sera rentré l'année prochaine. Normalement, il sera. Il n'y a pas de souci. Mais c'est très étrange. Après, Seattle est dans côté playoff. Ils sont avec Portland et LAFC. C'est là où, on parlait. Moi, je trouvais que SKC est derrière tous ces clubs pour le titre, mais ils ont la chance, SKC, d'être tout seul un peu dans leur coin au niveau des playoffs, alors que Seattle a LAFC au premier tour et probablement Portland au second, donc ça va être un parcours très compliqué. Mais cette formation de Seattle, je trouve déjà à l'ouest, c'est la seule qui a une défense qui est très bonne, je trouve. Que ce soit Tolo, Lerdam, Arriaga, Gomez, O'Neill aussi a réussi à sortir un petit peu, comment il s'appelle, Brad Smith, un bon retour aussi, et puis on a toujours l'inoxydable Roman Torres sur le banc. Giaopoulos, c'est une super recrue au milieu de terrain, et puis devant il y a toujours le trio Lodeiro, Maurice, Ruiz Díaz qui fait un travail extraordinaire. Lodeiro, c'est incroyable ce qu'il fait. Maurice, on sait un petit peu son talent, il est rapide, il finit bien, mais Lodeiro, c'est un métronome incroyable. C'est cool qu'il ait que 31 ans, parce que ça veut dire qu'il a encore 2-3 ans en avis à jouer comme ça au plus haut niveau. Et Ruiz Díaz, c'est un monstre, mais surtout cette équipe de Seattle, ce qu'elle a, je trouve que peu forcément ont à l'ouest, c'est un vrai banc. Comme je disais en défense, les Brad Smith, les Roman Torres, au milieu de terrain, Jordi Delem. En plus, Christian Rodan peut s'adapter partout. Alex Roldan a été bon cette année. Il y a la jeunesse qui arrive petit à petit. On l'a vu beaucoup plus les jeunes formés au club cette année que les années précédentes. Leiva, Oppo, Medranda, c'est des mecs qui jouaient peut-être un peu moins les années précédentes. Et même Will Bryn, ça fait vraiment plaisir pour ceux qui suivent vraiment la MLS. Will Bryn, c'est un mec assez drôle. Un peu un vétéran de la MLS, un vrai buteur à l'ancienne. Et Ruiz Díaz a été assez absent cette année. Et Will Bryn a vraiment repris, a fait une belle saison. Il est même cité dans les Comeback Player of the Year. Donc ça fait plaisir de voir Seattle réussir comme
c'est une équipe qui est efficace. Et voilà, c'est quoi les 4 dernières sur les 4 dernières MLS Cup, ils participaient en 3 éditions. Donc il n'y a pas de raison. C'est le favori à l'Ouest. Oui, je suis d'accord avec toi, vraiment. Les Sounders, ça va être c'est ça, un des favoris à l'Ouest, si c'est pas le favori. Et vraiment, ils ont fait une victoire parfaite face à San Jose, qui eux, vraiment, je pense que ça va être l'équipe la plus faible de ces séries. Vraiment, oui, ils peuvent en surprendre plus d'un parfois, mais vraiment, j'ai pas été convaincu par San Jose cette saison. Vraiment 51 buts encaissés, là, même si on enlève le 7-1 de Seattle, ça fait quand même 44 buts d'encaissés, ce qui reste la pire défense des équipes qualifiées là, à l'Ouest. Donc, moi, je donne pas cher de leur peau. Là. Non, mais c'est une équipe tellement bizarre, San Jose, je suis incapable de les prédire parce qu'ils sont capables de se prendre 7-1 contre les Sounders, mais d'aller battre les LAFC. C'est une équipe très étrange. Je comprends pas que Mathias Almeida, en plus, n'a pas vraiment pu recruter, que ce soit cet été ou l'hiver dernier. J'espère que la mi-saison, il va pouvoir le faire parce que c'est un entraîneur qui a du talent, ça se voit, mais il manque des joueurs vraiment incroyables. Mais on regardera forcément San Jose pour voir Wondolowski continuer à empiler des buts. Ce mec est incroyable, 37 ans. En plus, c'est un attaquant qui joue vraiment sur la vitesse des appels et à 37 ans, il arrive à être toujours aussi efficace et à être titulaire tous les ans. Et on n'a pas encore confirmé, on ne sait pas s'il restera l'année prochaine, mais le fait qu'il ait joué sa dernière saison à huis clos sans les fans, je pense qu'il doit rester un an en plus. Je l'espère de tout mon cœur. Et ouais, cette équipe de San Jose, comme je l'ai dit, elle est capable du pire comme du meilleur, donc ça va être intéressant à voir en playoff contre SKC justement. À voir, mais oui, c'est sûrement celle sur laquelle je parie le moins d'argent pour l'Ouest. Oui, exactement. Et ceux qui aiment le risque, mettez-les champions. Pour moi, ça va être un beau petit pactole, mais... Une belle surprise. Ouais, sinon, le dernier match qui nous reste à traiter là, à l'Ouest, c'est Vancouver contre le LA Galaxy. Donc, on va être assez bref. Mais pour les deux équipes, il faut reconstruire là, durant la saison morte, beaucoup plus du côté du LA Galaxy, selon moi. Vraiment, de un, il faut avoir un entraîneur. Et de deux, peut-être essayer de changer les choses là, au niveau de la défense. Sinon, Vancouver, c'est ça. Peut-être. Il y a eu une fin de saison un peu plus positive avec 4 victoires à leurs 7 derniers matchs. Mais vraiment, là, faut rebâtir à certains postes également. Donc, je ne sais pas si tu es du même avec moi. Oui, Vancouver, je pense qu'il faut changer 2-3 joueurs du 11, mais il y a une bonne colonne vertébrale. Et puis, il y a des joueurs comme Adnan, Montero, Cavallini qui ont une saison sympa. Même Bush dans les buts, d'ailleurs, m'a pas mal impressionné dernièrement. Mais c'est clair que ouais, il faut changer un petit peu et même la formation. Marc Dos Santos doit un peu refaire son effectif, puis d'autres armes lui permettront de changer un peu sa compo et ça pourrait être sympa. Pour parler de Galaxy, c'est incroyable cette saison. Enfin, c'est dingue avec un mec comme Pavone qui mériterait d'être le meilleur joueur de la ligue, de pas réussir à s'accrocher aux playoffs. Leur défense était exécrable toute l'année, comme d'habitude. Enfin, ça fait des années qu'on leur dit et qu'ils continuent à être aussi mauvais. Pelichan, il devrait plus être titulaire en MLS. Mais ils ont des joueurs comme Pavone, Corona et même Insua enfin, en fait, c'est ça le problème. Ils vont recruter des mecs comme Insua ou alors, là, il y a 2 ans, ils avaient recruté j'ai plus le nom, le français qui est passé, je cherchais vite fait, mais le français qui était passé à LA Galaxy, qui était en défense centrale. Bref, en gros, ils recrutent plein de joueurs qui, en fait, Insua, c'est ça, c'est des mecs qui en Europe devraient, enfin, ils ont le CV pour réussir à la Galaxy et faire une belle saison. Et dès qu'ils arrivent au Galaxy, ils sont nuls. Donc, c'est vraiment problématique. Je comprends pas pourquoi la Galaxy n'arrive pas. Chicharito a été nul à chaque fois qu'on l'a vu. Il joue mieux avec Ketan Zubak en pointe. Enfin, c'est quel point de dire, c'est n'importe quoi cette saison. Faut qu'il change de gardien aussi. Binyam a pas fait une belle saison. Et le seul bon joueur de l'année, Pavone, ils vont pas pouvoir le garder parce que ils veulent pas payer les 10-15 millions que Boca demande. Trop bizarre. Je pensais que cette saison, enfin, je fais mon mea culpa. Moi, je pensais que ça allait être la saison du Galaxy parce que Ibrahimovic partait et je pensais qu'Ibrahimovic coinçait toute la tactique du Galaxy et qu'à cause de lui, on pouvait pas créer parce qu'il fallait que ça passe forcément par Ibrahimovic. Et ben en fait, Ibrahimovic c'était le contraire, c'était l'arbre qui vraiment cachait toute la forêt. Et finalement, sans Ibrahimovic, ils sont rien. C'était un pansement qui couvrait le tout et je suis extrêmement surpris par cette saison du Galaxy et assez remonté parce qu'ils ont des super joueurs à certains postes. Ils savent pas quoi en faire. Je sais pas ce qu'ils
Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'ils doivent continuer avec Dom Kinnear ou aller chercher justement un Chris Hamas ou un mec de MLS comme ça, ou est-ce qu'ils doivent encore aller chercher un mec de l'extérieur qui va leur coûter cher? Enfin, Guillermo Barros-Kyoto aussi, ça paraissait une super idée et ça n'a pas marché du tout. Donc, trop bizarre cette équipe de LA Galaxy et ça me fait presque de la peine. Ouais, ça, moi, comme j'avais dit la semaine dernière, là, le LA Galaxy, c'est pratiquement à chaque poste, c'est des joueurs que tous les clubs MLS, sans exception pratiquement, voudraient avoir, mais quand tu les mets ensemble, ça marche pas. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu la culture du LA Galaxy, donc c'est pour ça que j'aimerais voir un ancien joueur du LA Galaxy, pourquoi pas venir entraîner le club. Par exemple, un Robbie King, un joueur comme ça, mais vraiment pas à tout prix, parce que c'est sûr qu'il faut avant tout un entraîneur. Si c'est pas un ancien joueur, j'aimerais ça voir justement quelqu'un de MLS. Mais c'est ça. Sinon, pour conclure, au niveau des finalistes de l'Ouest, tu vois qui en finale de l'Ouest? Forcément, moi je vois les Seattle Sounders gagner cette finale. Et je dirais contre Minnesota. Minnesota qui est sur une bonne dynamique. Donc je vois bien une finale Minnesota-Seattle et Seattle s'imposer. Vraiment, Seattle, c'est une machine en série. Et le problème, c'est qu'ils ont vraiment, Portland et LAFC, même Dallas, c'est des grosses équipes, donc ça va être très dur pour eux. Mais ils ont l'effectif et le banc et pas de blessure pour le moment, donc tout devrait bien se passer. Parfait. Moi, je vais y aller avec Sporting Kansas City contre Seattle. Je pense que ça va être une très belle finale de l'Ouest si ça l'arrive. Une finale, on pourrait dire, old school, avec des bonnes vieilles équipes de MLS. Donc, c'est ça. Et une victoire finale de qui? Une victoire finale, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Kansas City, ça peut le faire cette saison, mais je pense que ça serait là en toute fin de match. Toi, ça serait victoire finale de Seattle? Ouais, et moi qui ai prédit Columbus en finale, Seattle-Columbus, et je pense que Seattle gagne une troisième LS Cup en 4 ans, 5 ans. Voilà. Parfait, moi j'irai avec Kansas City contre Orlando, je crois. Orlando. Kansas City contre Orlando, donc avec une victoire de Kansas City grâce à l'expérience. Donc, donc, c'est ça qui conclut. Moi, je dis champion MLS Kansas City. Toi, tu dis Seattle. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Et vraiment, merci à toi, Antoine, d'être passé au podcast. Ouais, merci, Anthony, pour ta disponibilité et ton animation qui était parfaite comme d'habitude. Et merci à nos auditeurs de nous suivre. Oui, c'est ça. Merci à nos auditeurs. C'est certain là, que vous allez pouvoir suivre la MLS sur les podcasts et sur nos réseaux sociaux. Donc, vraiment, là, suivez-les. Et si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire, là, soit sur Twitter, sur YouTube, peu importe. Merci à toutes et à tous d'être toujours fidèles à chaque émission. Et c'est ça, je vais vous souhaiter une bonne semaine et on se reparle pour les matchs là, dans une dizaine de jours.